Nous sommes le 18 avril 1996 à Los Angeles. Une poignée de privilégiés triés sur le volet découvre en avant-première la dernière réalisation de Wes Craven, l'un des maîtres de l'horreur les plus clairement identifiés, alors un petit peu en perte de vitesse après les échecs relatifs de Shocker, d'un vampire à Brooklyn et de Freddy sort de la nuit, salué par la critique mais tout simplement le moins lucratif de tous les épisodes de la franchise. Mais la cote de Craven est sur le point d'exploser. Ce nouveau film est écrit par un certain Kevin Williamson, illustre inconnu à l'époque, produit par Dimension et met plusieurs personnalités connues en scène, issues du cinéma ou du monde de la télévision, à l'image de Courtney Cox, Drew Barrymore ou encore David Arquette. Il s'agit d'un slasher, ce qui peut être surprenant, car ce sous-genre est lui aussi agonisant à l'aube des années 2000, passé de mode et devenu caricatural depuis plusieurs années. Mais c'est un slasher d'un tout nouveau genre, qui sera à l'origine d'une toute nouvelle ère pour le cinéma d'horreur américain, qui aura des répercussions monumentales sur son industrie et sa direction globale. Jusqu'à nos jours. Ce film, c'est bien sûr Scream. Dans un premier temps, on serait tenté de qualifier ses conséquences de positives. Scream a eu un succès retentissant, commercial et critique, et ce après une première semaine un petit peu timide dans les salles américaines. Pourtant, la réalité est plus contrastée. Aujourd'hui, près de 30 ans après cette toute première projection, nous bénéficions d'un recul qui peut s'avérer intéressant. Et mon avis, c'est que Scream a, au final, fait plus de mal que de bien au cinéma d'horreur. Mais ne pars pas, je t'assure que ça va être nuancé et que la vidéo va peut-être un peu t'intéresser quand même. Et avant de se poser pour énumérer ses conséquences négatives, essayons de comprendre en partie ce qui a fait la force et le succès de la saga Scream. Évidemment, ce sujet est déjà très complexe et à lui seul, il pourrait et a fait l'objet d'essais autrement plus précis et complets, documentaires, livres et analyses approfondies en tout genre. Il n'est pas au centre de cette vidéo, donc je vais le survoler et me concentrer avant tout sur les angles qui m'intéressent. Ce n'est donc pas une analyse complète du film Scream, ni une critique, et ce n'est pas le but. Merci de votre compréhension. Premier élément intéressant qui moi me passionne tout particulièrement et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans plusieurs vidéos précédentes, Wes Craven continue en fait avec Scream d'explorer certaines de ses obsessions de l'époque, déjà traitées dans certains de ses travaux les plus récents d'alors. La mise en abîme et le film d'horreur méta, qui apparaissait déjà dans Shocker et dans Freddy sort de la nuit, ce qui faisait donc d'eux des proto-Scream. Dans Shocker, Horace Pinker, un tueur en série condamné à la chaise électrique après d'horribles meurtres, revient d'entre les morts en fusionnant en quelque sorte avec de l'électricité. Sous sa nouvelle forme, il peut prendre possession du corps de ses victimes ou aller d'un appareil à un autre, notamment des écrans de télévision. Et s'il est en partie une métaphore de l'impact négatif de la télé et des médias sur la société et ceux qui la composent, on retrouve surtout un côté mis en abîme dans le film, notamment dans son finale, durant lequel Horace Pinker est piégé par son fils dans un film. Le film dans le film. Et si Horace Pinker n'était à la base qu'un enfant de Freddy Krueger, et on peut énumérer tous les détails qui les rassemblent, ce que je fais déjà à la fin de mon épisode du bestiaire de l'horreur qui lui est consacré, il est aussi le grand frère de Ghostface et de Scream. D'ailleurs, comme disait l'auteur horrifique américain Nicholas Grabowski dans son livre Inspiration and Horror Baby, qui a travaillé avec Wes sur le scénario du projet Shocker 2, la raison principale pour laquelle il n'y a finalement pas eu de Shocker 2 est que Mr. Craven a choisi une autre direction. Un tout petit projet appelé Scream. Mais le pont qu'il représente entre les deux œuvres majeures de Wes Craven va se retrouver consolidé dans l'un de ses films suivants, Wes Craven's New Nightmare, alias Freddy sort de la nuit. L'intrigue de ce nouvel épisode de la saga du Grand Brûlé de Elm Street se déroule dans notre monde, et nous retrouvons plusieurs personnalités liées à la franchise qui y jouent leur propre rôle. Heather Langenkamp, interprète de Nancy Thompson, Final Girl du film original, Robert Englund, celui qui jouait Freddy dans tous les films jusqu'au remake Abominable, et bien sûr Wes Craven lui-même. Si on met de côté les quelques blagues méta prétentieuses que Craven fait à l'encontre des suites qu'il n'a pas réalisées et qui sont donc, selon les personnages du film, nettement en dessous de l'original, le concept entier du film repose sur celui du film dans le film, et donc de la mise en abîme. Une entité démoniaque décide de prendre la forme de Freddy Krueger pour s'attaquer à Heather et à sa famille, et le métrage joue sur certains codes et clichés autour de la saga, mais aussi de l'industrie horrifique. Effets spéciaux, liens entre les comédiens et leurs personnages, entre les cauchemars de Freddy et des scènes de film, qui ont pour point commun de se tenir dans des dimensions qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce qui les différencie réellement, finalement ?
Et vous l'aurez compris, Scream explore également ses dimensions méta, mais de façon plus précise, plus pointilleuse. Ce côté méta est au cœur de son intrigue, de son concept même, et repose en partie sur l'état du slasher lui-même à l'époque. Ces codes ont été usés jusqu'à la moelle, tout le monde les a compris depuis longtemps, et donc à force, ils ont été totalement désamorcés. Et si Craven et Williamson décidaient de retourner la situation à leur avantage, et de mettre en scène des personnages qui connaissent eux-mêmes ces codes, qui sont eux-mêmes de grands fans de films d'horreur. Cela offre de nouvelles possibilités. Les personnages du film, et parmi eux ses antagonistes, connaissent les rouages des films d'horreur et notamment des slashers et de ce fait décryptent certaines situations, en anticipent et en usent d'autres pour parvenir à leur fin, survivre ou tuer. Les clins d'œil aux slashers sont nombreux, que ce soit à travers des dialogues et notamment cette scène d'introduction légendaire avec le quiz et l'erreur fatale à propos de l'identité du tueur de Vendredi 13. Name the killer in Friday the 13th. Jason! Jason! Ou des easter eggs plus ou moins subtils comme le caméo de Wes Craven habillé en Freddy. Mais seul, ce côté méta n'aurait pas suffi, et à part quelques blagues un peu légères, ça n'aurait pas permis grand-chose. S'il n'avait pas été couplé à un autre concept avec lequel il fusionne parfaitement dans Scream, le whodunit. Mais si, vous savez, le whodunit, c'est le Cluedo en fait. L'identité de notre tueur est inconnue, et l'œuvre cultive ce mystère pour maintenir l'intérêt du spectateur et créer du suspense, de la tension. C'est un système clé de la fiction policière, étrangement rarement repris par le slasher, alors qu'il était très présent chez son grand frère le giallo. Alors certes, il y a eu quelques slashers qui l'ont utilisé, cette idée, mais très peu parmi les grands noms du genre, qui ont tous fondé leur succès sur l'identité au contraire très marquée de leurs antagonistes. Freddy, Jason, Michael Myers, Chucky, et j'en passe et des meilleurs. Ils sont devenus les superstars de leurs franchises respectives, et s'ils ont été la source de leur gloire, ils ont aussi été celle de leur chute, empêchant leur saga de se renouveler efficacement et condamnant les films à se répéter puis se caricaturer lamentablement. Mais le tueur de Scream est différent. Ghostface. Un tueur sans visage, sans identité marquée, et pour cause. Ils sont deux dans le premier film, deux mecs parfaitement normaux en apparence, fans de films, qui ne survivront pas à leur grand final. Le film ne base pas sa tension sur le charisme de ses antagonistes, ni sur la violence de ses meurtres, mais sur le mystère qui plane autour de lui. Qui est-il ? Le spectateur prend les paris, et ça fonctionne super bien. Prendre le pari d'un tueur sans identité pour contrebalancer toutes ces générations de stars de l'horreur tellement sacralisées qu'elles en devenaient sympathiques, appréciables, aimées par le public bien plus que leurs victimes, c'était une excellente idée. Mais Scream va encore plus loin dans l'idée. Pour rendre un whodunit intéressant, il faut des personnages qui eux-mêmes sont intéressants, mais aussi attachants et nuancés, qui peuvent inspirer une certaine méfiance de la part du spectateur qui pourra s'amuser au jeu du « je suis sûr que c'est lui le tueur ». La Final Girl Sydney Prescott en premier lieu est très attachante bien sûr, ainsi que ses deux sidekicks principaux, Dewey Riley et Gail Weathers, au cœur de nombreuses blagues mais qui apportent également une romance un peu légère au film, ce qui participe à les rendre sympathiques. Tattoo Riley est la meilleure amie sympa, Randy est le geek fan de films d'horreur qui connaît tous les codes du genre, Billy est le petit ami charmeur et mystérieux, soupçonné par la police mais toujours là pour rassurer Sydney, quand Stu est le foufou de la bande. Sans compter les personnages plus secondaires qui ont tout de même leur importance notamment pour l'aspect cluedo de l'ensemble, cette petite bande fonctionne totalement comme celle d'une série télé pour ados et jeunes adultes. Beverly Hills, Art Laker à vif, les frères Scott, Degrassi, bref, il y en a plein, choisissez en fonction de l'époque et de la région géographique de votre choix. Nos personnages sont des étudiants et ont les préoccupations de jeunes de leur âge, en dehors des meurtres en série bien sûr. Romance et amitié, peine de cœur et disputes, rivalités, problèmes familiaux, parcours scolaires, fêtes et soirées, etc. Cet aspect série télé est donc bel et bien présent, et mieux encore, est volontaire, et va véritablement driver les relations entre les différents persos principaux, ainsi que les rendre attachants et réalistes aux yeux des spectateurs. Et ça, c'est un grand coup de génie de la part du film. Car en mettant un tel coup de projecteur sur ses personnages principaux, il le sauve de la transparence et de l'insipidité habituelle des victimes de slasher, desquelles on ne retient après coup que certaines Final Girls et encore. Habituellement, seul le tueur bénéficie d'une aura quelconque, d'un travail sur le charisme, la personnalité ou tout simplement sur le caractère design. Là où les victimes sont de la chair à canon et sont juste là pour se faire massacrer. Tout au plus, on essaie quand même de choisir des comédiens et comédiennes au physique un peu attrayant, mais ça s'arrête là.
Ajoutons à ce cocktail un humour qui découle généralement directement de l'aspect méta du film, qui va faire de nombreuses blagues sur les clichés de films d'horreur en se positionnant donc de ce fait au-dessus de ces films, puisqu'il est conscient de toutes ces ficelles et s'en moque. Et cela nous donne un film fun et drôle aux personnages cool, mais qui surtout échappe à la surenchère habituelle des derniers slashers de l'époque. Le degré de brutalité ou d'originalité de leurs scènes de meurtre étant un des leviers les plus utilisés pour essayer de sortir de la redondance et de renouveler le genre tant bien que mal. Ce qui ne suffisait alors clairement plus. Scream évite ses écueils, redistribue les cartes et change la dynamique entre tueurs et victimes, déplace également l'importance des scènes de meurtre qui ne sont pour une fois pas au centre du film et passent donc au second plan, ce qui nous donne d'ailleurs des scènes nulles sur le papier mais devenues emblématiques de par leur aspect innovant et comique comme la scène du garage. On peut d'ailleurs estimer que c'est un autre retour aux sources du giallo, dont les meurtres étaient généralement plus sobres et moins cruciaux pour le film que ceux du slasher des années 80-90. Et il est également temps de remettre certains codes du slasher au goût du jour. Outre l'identité du tueur, il y avait par exemple le passage obligé à chaque fin de Vendredi 13, durant lequel notre héroïne découvre enfin les cadavres de tous ses camarades avant de débuter le combat final contre le tueur. Ici, et ça va devenir un code béton de la future saga Scream, la scène finale évolue, et si elle reste celle de la confrontation avec les tueurs, elle devient avant tout celle de la révélation Scooby-Doo de l'identité des méchants, durant laquelle ils vont tenir leur monologue pour expliquer leur motivation. Et ici, en dehors de leurs raisons personnelles, Billy Loomis et Stu se sont inspirés de films d'horreur pour commettre leurs exactions. Quelle meilleure conclusion possible pour un slasher méta que des tueurs qui se sont littéralement basés sur les icônes du genre pour passer à l'acte. Et aujourd'hui, vous le savez, Scream fut un carton à l'époque et relança la mode du slasher, mais sous une forme un petit peu différente. Désormais, les films du genre allaient s'inspirer de ce succès insolent et repartir sur les nouvelles bases fondées par Scream. Avec ce nouveau ton, plus léger, plus adolescent même, inspiré des sitcoms, et souvent avec un aspect whodunit prononcé, devenu à la mode alors que jusqu'ici il était plutôt boudé par les slashers américains. Et cela nous a donné une tripotée de films pas ouf du tout, sans parler des suites officielles, puisque le film original, Scream, a donné naissance à toute une lucrative saga. Et cette vague de Screamsploitation est à mon sens la première conséquence fâcheuse du succès de Scream sur l'industrie horrifique. Ça commençait doucement et de façon ordinaire. Chaque gros succès engendre son lot de rip-off et de rivaux qui reprennent la même recette à leur sauce. C'était pareil pour le slasher moderne qui a pris de l'ampleur après le succès de Halloween de John Carpenter et a lancé son lot de Vendredi 13 et consorts. Parmi ces inspirations, certaines ont eu droit à une carrière glorieuse et ont développé leur propre identité, qu'on l'aime ou non. Et par rapport à cette nouvelle vague post-Scream, tout ne se vaut pas. Souviens-toi l'été dernier s'élèvera d'ailleurs comme l'un de ses meilleurs dérivés et rival le plus sérieux, ou pas loin. Et pourtant, c'est vraiment avant tout un sous-Scream qui reprend ses principaux ingrédients sans vergogne et qui arrive suffisamment vite après la sortie de son aîné pour pouvoir profiter de la hype encore bouillante. Le film aura son lot de fans et reste assez culte encore aujourd'hui, au point de devenir une véritable franchise qui va connaître un nouvel épisode dans très peu de temps. Et autant vous dire que c'est déjà nettement mieux que la trilogie des Urban Legends, qui fait assez peu d'efforts pour se démarquer et essaye d'appliquer la formule Scream de façon maladroite et sans vraie ambition artistique, tout en gardant un pied dans le slasher à l'ancienne pour essayer de rameuter les fans de la belle époque qui n'apprécient pas Scream. D'où le rôle de Robert Englund pour s'attirer la sympathie des puristes. Là aussi, le film donnera lieu à toute une trilogie aux opus de plus en plus mauvais, simple application d'une formule censée assurer un minimum de succès que les producteurs exploiteront autant que possible. Mais là, il s'agit de certains des rip-offs de Scream les plus connus, dont vous avez toutes et tous déjà au moins entendu parler une fois. Mais ce genre de pâle copie ou d'œuvres fortement inspirées, il y en a des tas. Par exemple, nous avons eu droit à quelques films qui surfaient bêtement sur l'aspect méta de Scream, sans en avoir ni l'intelligence ni la substance, se contentant bêtement d'appliquer une mise en scène dépourvue d'intérêt, comme Cut de Kimball Randall, durant lequel des étudiants décident de reprendre le tournage inachevé d'un film d'horreur, Psycho Beach Party de Robert Lee King qui met en scène une jeune femme schizophrène, ambiance plage et drive-in fortement mise en avant, Killer Movie de Jeff Fisher qui propose une émission de télé-réalité qui va se voir perturbée par un tueur en série, et nous avons eu les longs métrages qui se contentaient de reprendre l'idée du mélange entre la sitcom et le slasher de façon tout aussi bête et méchante. Lover's Lane ou Mortel Saint-Valentin qui utilisait en plus la fête des amoureux comme prétexte et argument marketing pour son intrigue adolescente dans laquelle un tueur masqué sans personnalité vient foutre la merde, Do You Wanna Know a Secret, rip-off honteux de Souviens-toi l'été dernier jusque dans son titre, Final Scream. Final Scream, c'est le titre du film.
Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Bon allez, on va le faire un tout petit peu. Film de David Decauto, habitué de rip-off et inspiration bancale depuis ses années de service pour la Full Moon, qui met en scène des étudiants qui jouent à un jeu de rôle avant de se faire massacrer par un tueur masqué inconnu, Cutthroat Holly de Timothy Wayne Folsom, version blaxploitation fauchée de Scream qui déplace son intrigue dans le hood de Los Angeles et qui met en scène le rappeur Bizzy Bone, The Pool de Boris von Sitchowski qui se déroule entièrement durant une pool party, Dark Ride de Craig Singer qui choisit une attraction de maison hantée comme terrain de jeu, Adam and Evil qui a préféré les fêtes de camping comme théâtre, et plein d'autres. Et encore, là je me contente de citer les slashers qui copient Scream, mais la Screamsploitation a touché d'autres genres avec des films comme le culte de Faculty de Robert Rodriguez qui est clairement un Scream de science-fiction et qui arrive même à reproduire le Wood Unit grâce à sa reine alien à l'identité mystérieuse, ou encore Comportement troublant avec Katie Holmes, typiquement le genre de comédienne qui aurait pu jouer dans Scream et qui tournera d'ailleurs dans Mrs. Tingle de Kevin Williamson. Tout est lié. Parmi tous les films que je viens d'énumérer, si certains sont sympas, il faut bien comprendre que l'extrême majorité d'entre eux vont du médiocre au carrément raté ou juste sans intérêt. Mais avant que je conclue là-dessus, sachez que je n'ai même pas fini. Certaines grosses et historiques sagas de slasher d'antan, qui éprouvaient des difficultés à l'époque de la sortie de Scream, et avaient notamment du mal à se renouveler, ont elles aussi profité du succès du film, et s'en sont inspirées pour essayer de se relancer. Et ça, c'est la parfaite incarnation de l'expression « serpent qui se mord la queue ». L'exemple le plus flagrant de cette récupération fainéante est certainement Halloween 20 ans après, de Steve Miner, qui calquait tout de Scream jusqu'à sa photographie typique du cinéma d'horreur américain, fin 90, début 2000, et qui avait compris toute l'importance de la présence d'une héroïne identifiable pour assurer le succès de ces nouveaux slashers, et repris pour l'occasion Jamie Lee Curtis dans le rôle d'une Laurie Strode oubliée par les derniers et catastrophiques opus à l'époque. Halloween, l'une des franchises fondatrices du slasher, se retrouvait à imiter Scream pour pouvoir gratter un petit peu de son succès et ne pas disparaître. Si le film est ok tiers, il ne représente tout de même pas les plus belles heures de la carrière de Michael Myers. Et de façon moins évidente, et il faut le dire plus intelligente, même Chucky a un petit peu pioché dans l'imaginaire Scream pour s'offrir une nouvelle vie, et avec un certain succès. Après 3 opus qui tournaient un peu en rond, la fiancée de Chucky profitait certes du talent du cinéaste émergent Ronnie Yu pour changer de direction, mais également du ton fun et adolescent de Scream, qu'il reprenait de façon plus caustique et moqueuse, ce qui fait toute la différence. Le personnage de Tiffany a tout bonnement donné un nouveau souffle à la franchise, de même que cette étrange romance. Et Don Mancini avait tenté de prolonger cette idée avec le fils de Chucky en perdant un peu la fureur de son prédécesseur et se rapprochant davantage en termes de qualité des piteuses copies de Scream citées plus tôt. Il fera marche arrière avec le retour de Chucky quelques années plus tard, sorte de retour aux bases pour la poupée tueuse. Et vu ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, il n'est pas étonnant que Freddy vs Jason, lui aussi de Ronnie Yu, pioche dans le côté sitcom de Scream, avec ses personnages d'adolescents tout à fait ordinaires qui aiment boire, faire la fête et ont des problèmes de jeunes tout à fait inintéressants. Et sa Final Girl descendante directe de Sydney qui, il faut le dire, et je n'ai pas assez insisté là-dessus, a aussi révolutionné l'image de la Final Girl qui n'est plus juste passive et qui s'enfuit sans cesse, mais contre-attaque et tente de gérer une vie ordinaire malgré les meurtres odieux qui se rapprochent sans cesse d'elle. Ah, et on peut aussi compter Wishmaster 3 dans cette petite liste, mais je crois que tout le monde s'en fout. Et un peu à part, je peux citer la saga Destination Finale, qui a bien profité de l'essor de Scream, auquel il a emprunté pas mal de caractéristiques. Mais au moins, elle a le mérite d'avoir couplé ça à un concept original et très identifiable. Ce qui aura tout simplement donné naissance à une autre saga importante de l'horreur américaine des années 2000. Ces films ont vraiment tous marché, à des degrés divers, sur les traces de Scream. Beaucoup ont même compté là-dessus durant leur campagne marketing et on peut voir bon nombre de posters vraiment calqués sur ceux de Scream 1 et 2 et qui ne cherchent donc pas du tout à nier leur inspiration, voire leur plagiat. Mais si je parle de conséquences négatives, il faut nuancer. Je pense sincèrement que le premier film Scream est bon, de même que sa suite, et comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, j'ai même beaucoup d'affection pour le 3e épisode, malgré le fait que ce soit un film raté, voire malade. Le problème, c'est que cette espèce d'hégémonie que ça a causé à la fin des années 90 et au début des années 2000 est l'une des pires pour le cinéma d'horreur américain. Durant cette période, l'horreur et l'épouvante américaine ont été avant tout hyper lisses, légères, dénuées de toute idée de transgression, calquées sur les standards de ces sitcoms dont Scream reprenait certains éléments pour mieux les corrompre et les incorporer avec brio dans un slasher. Mais Scream était artistiquement en tout point supérieur à la plupart de ces sitcoms, là où les sous-Scream s'en rapprochaient dangereusement en termes de qualité. Mais vu que ça fonctionnait au box-office, on n'a quasiment eu que ça aux États-Unis pendant des années. L'horreur était terriblement poussive, gangrénée par de l'humour et de la romance bien trop léger,
clichés, visait un public de plus en plus jeune, et si les slashers des années 80-90 avaient fait de la violence un argument commercial, ce post-Scream était incapable de la mettre en scène de façon intéressante. Il faudra aller voir ce qui se passe dans d'autres contrées pour retrouver une horreur un petit peu plus méchante, plus caustique. La J-horror et les fantômes japonais, la French Horror Extremity qui annonçait en partie les prémices de l'ère du torture porn, l'horreur hispanophone proposée par Reco Guillermo del Toro et Alex de la Iglesia, etc. Notons que l'horreur américaine était si pauvre à cette époque qu'absolument tous les courants que je viens de vous citer ont été repris par les États-Unis d'une façon ou d'une autre. La J-horror sera largement remakée, de même que Rec qui connaîtra un remake mais honteux. Plusieurs auteurs de la French Horror Extremity continueront une partie de leur carrière en Amérique du Nord, Alexandre Aja, Pascal Laugier, Maury et Boustillot, qui d'ailleurs verront leur film à l'intérieur s'offrir aussi un remake américain, également plutôt honteux, on va pas se mentir. Et Del Toro se verra ouvrir une voie royale aux States. 3 éléments importants viendront mettre un terme à l'ère du slasher post-Scream. Heureusement courte, car elle avait commencé à tourner en rond dès les débuts de son existence et n'évoluait déjà plus. Le premier, c'est un certain attentat terroriste qui a eu lieu aux États-Unis en 2001, à propos duquel je ne peux pas dire grand-chose car YouTube n'aime pas ça, mais qui changera considérablement le ton des œuvres de fiction aux États-Unis à cette période et sera en partie responsable de l'éclosion du torture porn, quasiment l'opposé total en termes de ton de Scream et de ses innombrables copies, avec les monstres Saw et Hostel en figure de proue. Ensuite, nous avons le succès planétaire de Paranormal Activity qui donnera lieu à une autre gigantesque mode des années 2000, celle des found footage horrifiques, une mode qui arrive donc à une époque où le cinéma d'horreur américain a du mal et tout le monde s'est rué dessus et s'est mis à l'exploiter. D'autant que, qui dit found footage dit petit budget et ça plaît beaucoup aux producteurs. Enfin, le troisième élément, et il devait arriver, c'est l'échec relatif de Scream 3. Certes, commercialement, ce sera un succès, un poil moindre que ses prédécesseurs, mais succès malgré tout. Mais ce sera un échec critique cuisant, qui provoquera une pause de plus de 10 ans de la saga. Et forcément, sans la locomotive Scream qui maintient la mode des Scream-like à flot, ce sera de plus en plus dur. Et alors que les années 2000 approchaient dangereusement, la mode a fini par s'éteindre et laisser la place aux autres cycles qui la dépassaient désormais en popularité. Même s'il y a eu quelques copies Wish de Scream tardives, on peut dire que le mouvement lui-même s'est arrêté aux environs de 2007-2008, ce qui nous aura tout de même donné 10 ans de Screamsploitation. Et je pense très sincèrement que c'est l'une des périodes les plus difficiles pour l'horreur américaine. Et d'ailleurs, cela avait mis en lumière certaines critiques rencontrées par le Scream originel lors de sa sortie, des critiques éclipsées par le succès du film, mais qui sont revenus par la suite un petit peu par intermittence, et qui visaient en grande partie Wes Craven lui-même. Et si celui que beaucoup considèrent être l'un des grands maîtres de l'horreur moderne n'aimait en fait pas le cinéma d'horreur, et que Scream n'était en fait qu'un gigantesque doigt d'honneur, fait un cinéma qu'il jugeait lui-même médiocre, bête, sans intérêt. Cette légende urbaine, parce qu'il s'agit vraiment de ça, a bien un fond de vérité. Il est de notoriété publique que Wes Craven désirait réaliser d'autres choses que des films d'horreur et qu'il s'est enfermé malgré lui dans le genre au fil des années, ayant de plus en plus de mal à convaincre des producteurs de lui financer d'autres types de projets. Et quand il en a eu l'occasion, cela donna généralement des échecs retentissants, à l'image de La musique de mon cœur, un projet qui lui tenait particulièrement à cœur et qui lui vaudra tout de même une première nomination aux Oscars, pour ce que ça vaut. Donc oui, Craven connaissait une certaine frustration à ce niveau, tout comme ses camarades George Romero ou Tobe Hooper, qui avaient le même problème, et c'était de notoriété publique. Mais ce que plusieurs analystes ont pointé du doigt avec le succès de Scream et la mode que ça a provoqué, c'est que Craven, largement identifié par le public comme un maître de l'horreur, s'était amusé à caricaturer, à gentiment se moquer de ce genre, et a finalement directement provoqué non seulement une listée de l'horreur tout entière, mais lui a aussi retiré tout côté sulfureux, toute dimension transgressive, et l'a livré au grand public, aux élites du cinéma même, pour que tout ce joyeux monde pointe du doigt ce cinéma médiocre en cœur. Wes Craven a livré le slasher en pâture à ses détracteurs et a en plus signé la fin de ce sous-genre qui certes agonisait déjà. D'avance, je suis d'accord avec ceux qui pensent que ces théories vont trop loin, qu'elles sont tirées par les cheveux. Mais je suis tout de même personnellement convaincu qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Et même si ça n'était sans doute pas intentionnel, la mode qui a suivi le prouve tout de même. Et sans un cinéma d'horreur aussi inoffensif que celui que nous avons eu durant ces années, on n'aurait probablement pas eu le torture porn par la suite. Les gens avaient besoin de cette violence, de cette cruauté qui faisait tant défaut au Scream-like. Et qu'on partage ou non cet avis sur l'aspect négatif du succès de Scream, c'est une réflexion intéressante sur cette entre-deux époques qu'a été la fin des années 90 pour le cinéma d'horreur. Mais en plus, et vous le savez, l'histoire n'est pas finie. La saga Scream est revenue.
D'abord en 2011 avec son 4e épisode, puis après la mort du regretté Wes avec 2 tout nouveaux films qui s'incorporaient parfaitement dans leur période en détournant les nouveaux codes de la dernière vague de slasher et de survival en date. Celle du requel par exemple, le retour aux sources, la nouvelle suite aux opus originaux et les éternels remakes. Halloween, Child's Play, Massacre à la tronçonneuse, Candyman ou même Jeepers Creepers connaîtront cela et donc Scream aussi, mais de façon toujours détournée, toujours prompte à jouer avec ses ficelles de façon plus ou moins pertinente. Et je ne vais pas juger ces suites de Scream ici. Déjà parce que, je leur ai déjà consacré des vidéos, et parce que ce n'est toujours pas le but de cette rétrospective. Non. Le truc, c'est que, indépendamment ou non du succès des derniers Scream en date, la mode des Scream-like, elle aussi, est revenue. Et ironiquement, elle n'a pas été provoquée par les films de Radio Silence et les nouvelles aventures de Ghostface, mais par un film sans aucun rapport direct. Happy Birthday de Christopher Landon, sorti en 2017. Bon, ce film-là aussi a eu droit à sa critique Globe sur ma chaîne, donc je ne vais pas m'étendre dessus outre mesure, mais Happy Birthday a été le premier long métrage d'une longue série à comporter certaines caractéristiques bien précises que je vais vous présenter dans un instant. Ce qui me fait dire que c'est bien le pionnier de la seconde vague de Screamsploitation. Mais vous allez voir, celle-ci est un petit peu différente de la précédente. Dans Happy Birthday, le concept est très simple. Tree, une étudiante prétentieuse et insupportable qui, le jour de son anniversaire, va avoir la désagréable surprise de se faire tuer par un assaillant masqué, puis de se réveiller et de revivre la même journée qui se terminera de la même façon avant que ça ne recommence, qu'elle se réveille toujours dans le même lit, toujours le jour de son anniversaire et à la fin, peu importe ce qu'elle fait, le même tueur masqué la tue. Ça ne vous rappelle rien? C'est clairement Un jour sans fin. Happy Birthday, c'est une fusion entre Un jour sans fin et Scream, tout simplement. La formule est claire, simple et efficace. Happy Birthday a beau être une comédie assumée, contrairement à Scream qui est juste teintée d'humour, ils ont un ton et un univers similaires, et surtout une vision du slasher tout public en commun. Comme pour Scream, Happy Birthday ne met pas la façon de tuer au centre de sa mise en scène, n'en fait pas un élément primordial. Le meurtre est juste l'élément horrifique qui va provoquer le retour au début de la journée pour Tree, donc n'a absolument aucune valeur de choc ou d'effroi. C'est même plus un ressort comique qu'autre chose à force, si vraiment il faut lui donner un sens. Tout comme dans Scream, c'est sur l'héroïne, le personnage principal et son entourage direct que le long métrage se concentre, pas sur le tueur, finalement assez anecdotique. Tout comme dans Scream, l'identité de cet assassin est mystérieuse et la question se pose. Qui est-il ? Tout comme dans Scream, nos protagonistes sont de jeunes adultes, des étudiants, et ont donc des considérations, problèmes et centres d'intérêt de jeunes de leur âge. Et donc, tout comme dans Scream, nous retrouvons un petit peu cet aspect sitcom. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus à l'aube des années 2000. Et les sitcoms, les séries pour ados et adolescents, ont bien changé depuis. Et pourquoi ça? Peut-être parce que, entre autres, depuis cette époque, la VOD, Netflix et consorts ont explosé en popularité. Ce genre de divertissement est entré dans une nouvelle ère. Et la popularité de dizaines et dizaines de séries qui ciblent justement ce public a juste changé de galaxie. Et c'est parfait pour Scream ainsi que pour tous les Scream-like. Les sitcoms à la Netflix ont bénéficié d'un ravalement de façade, ont changé certains de leurs codes pour les faire correspondre à ceux de notre époque. Elles ont été modernisées, tout simplement. Et Happy Birthday a très bien compris ces enjeux, a récupéré la formule de Scream qui avait cartonné 10 ans plus tôt et l'a adapté à cette nouvelle époque, à l'ère des plateformes de VOD. Et ça y est, il a ouvert la marche. Depuis, nous avons eu droit à plein de films très similaires qui sont en fait des fusions entre Scream et d'autres films au concept hyper identifié par le public, soit exactement la même recette que Happy Birthday pour surfer sur son succès tout à fait honorable. Voici quelques exemples. Outre un Happy Birthday 2 qui pour le coup se complexifie et s'éloigne un petit peu de la formule hyper simpliste de son prédécesseur, nous avons eu, toujours de Christopher Landon, Freaky. Un mélange entre Freaky Friday et Scream. Je veux dire, c'est tellement assumé que le titre est presque le même. Ici, au lieu de voir une adolescente et sa mère échanger leur corps, c'est une adolescente et un tueur masqué qui vont se voir intervertir. Et elle n'a que 24 heures pour inverser le processus, sinon elle restera dans le corps de l'antagoniste pour toujours. C'est vraiment littéralement les mêmes ingrédients que pour Happy Birthday. On prend Scream, on le mélange à Freaky Friday et hop, on a un nouveau film avec tous les ingrédients qui ont déjà fait le succès du précédent. Mais s'il vous plaît, admettez que
artistiquement parlant, c'est quand même le néant. Merci Christopher Landon pour ses idées de génie. Merci Christopher Landon pour ses idées de génie et ta contribution exemplaire à la seconde vague de Screamsploitation. Totally Killer de Nana Khan est une sorte de mélange entre Retour vers le futur et Scream, car après que Jamie ait vu sa mère se faire assassiner par un tueur masqué qui avait déjà tué plusieurs de ses amis plusieurs décennies auparavant, elle va faire un bond dans le passé, retour aux années 80, au moment de la première tuerie pour essayer d'empêcher cet assassin de commettre ses méfaits. Time Cut de Anna McPherson a un concept très similaire, sauf que cette fois la jeune en question revient dans le passé pour essayer de sauver sa sœur d'un tueur. A Wonderful Knife de Tyler McIntyre, autre grand artisan de ce mouvement sans âme, est pour sa part un mix entre Scream et It's a Wonderful Life, et donc un chant de Noël. Quelle surprise! Puis nous avons aussi les versions Scream, plus des concepts plus vagues ou plus larges, mais qui suivent toujours une certaine tendance, un but marketing avant tout. Sick de John Hyams qui mélange grosso modo Scream et le Covid, bah oui, manquait que lui, The Blackening de Team Story qui est un nouveau Scream version Blaxploitation et sans doute l'un des meilleurs de cette liste, Bodies 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 de Halina Regin qui mélange Scream à une partie de Among Us IRL, et le petit dernier Earth Ice de Josh Ruben qui est juste Scream version comédie romantique avec tous les clichés que cela peut sous-entendre. J'en oublie certainement, et n'hésitez pas à compléter ces listes dans les commentaires d'ailleurs. Et j'en profite pour rappeler que mon but n'est pas spécialement de dire que tous ces films sont atrocement nuls, j'ai pris un peu de plaisir devant certains d'entre eux, ils sont efficaces, mais ils sont tous pareils, et pour cause. Tout comme une grande partie des films de la première vague de So Scream se rapprochaient de sitcoms minables en termes de ton, de qualité et d'ambition artistique, ces films sont de parfaits représentants de l'ère Netflix que nous vivons. Et pas pour des raisons de wokisme ou je ne sais pas quoi, je te vois venir. Mais bien parce qu'ils sont avant tout des produits marketing formatés et lisses au possible, qui appliquent une formule et visent des publics très précis pour assurer une rentabilité maximum. C'est du préparé vite fait bien fait, destiné à être consommé rapidement et oublié encore plus vite. Certains de ces films sont sortis directement et exclusivement sur des plateformes, et ça n'est guère étonnant, mais même pour ceux qui ont connu une sortie en salle, nous sommes vraiment sur du divertissement médiocre, du recalcage répété sur d'autres œuvres, même pas forcément meilleures, et qui continuent de jouer sur les codes de l'horreur, ce qui contribue à la lisser et la mainstreamiser, encore un anglicisme pourri mais explicite. Voilà selon moi l'impact le plus négatif de Scream sur le cinéma d'horreur. Il a légitimé tout un plan, voire plusieurs, de films d'horreur tout public sans aucune ambition, les moins violents, choquants ou effrayants possibles pour ne pas risquer de perdre des spectateurs, et sont plus proches d'un épisode un peu sombre de Sex Education ou de Elite que de ce qu'on est en droit d'attendre d'un long métrage horrifique. Alors c'est sympa de temps en temps, bien installé dans son fauteuil au chaud, de regarder un film très moyen mais vaguement divertissement, un peu rigolo, qui nous rappelle notre jeunesse et vient titiller notre nostalgie avec entrain. Mais au réveil, c'est comme pour Tree de Happy Birthday. C'est le même film en boucle. Et ça, on le doit au succès de Scream, à la formule un peu trop parfaite trouvée par Wes Craven et Kevin Williamson, et à ce formatage d'un cinéma qui, par essence, est censé être subversif. Ayons un peu d'exigence, que diable. Au moins un tout petit peu. Mais j'adore Scream, et j'adore Wes Craven, ne me tombez pas dessus pour ça n'a juste rien à voir. Je voulais revenir sur ces heures sombres qu'ont connues le cinéma d'horreur américain, et qu'il connaît encore aujourd'hui. Actuellement. Et c'est sur ces mots un petit peu négatifs que se termine la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, je sors un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'en profite pour remercier les quelques tipeurs qui soutiennent la chaîne, n'hésitez pas à faire de même, ça aide beaucoup et ça me donne le sourire. Le lien est bien sûr dans la description. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.